Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Malikoura Tassira 2. Le Mali est en pleine refondation, ce qui passe impérativement par des réformes politiques et institutionnelles. Depuis la rectification de la transition, les autorités ont engagé ainsi de vastes chantiers dans ce sens. À ce jour, qu'est-ce qui a été fait concrètement en termes de réformes politiques et institutionnelles et quelles sont les perspectives? On en parle avec Mme Fatoumata Sekou Diko, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. En plateau, avec moi pour conduire cet entretien, Mariam Maïga du studio Tamani. Bonsoir Mariam. Bonsoir Ibrahima, bonsoir Madame la Ministre. Encore une fois, merci de nous rejoindre sur l'ERTM et sur l'ensemble de nos médias partenaires. Madame la Ministre, ma première question, lorsqu'on parle de réforme politique et institutionnelle, quel champ cela couvre essentiellement? Je vous remercie de me recevoir sur ce plateau et de pouvoir ainsi me prêter à cet exercice qui participe d'un devoir de redevabilité envers les Maliennes et les Maliens, pour lesquels nous avons été investis par les plus hautes autorités pour œuvrer à créer les conditions d'un monde meilleur, d'un pays meilleur et d'une vie meilleure. Je vais sacrifier aussi à un devoir de mémoire en rendant hommage à toutes les victimes civiles et militaires qui sont tombées au champ de l'honneur suite à cette crise qui nous a été imposée. Et mes vœux de prompt rétablissement également aux blessés. Pour revenir à votre question, le champ des réformes politiques et institutionnelles prend sa source à deux niveaux. Le premier niveau concerne le décret du 19 janvier 2023 portant attribution spécifique des membres du gouvernement qui a été adopté par le Premier ministre et qui est consécutif au remaniement intervenu le 1er juillet 2023. J'ai saisi cette opportunité pour remercier le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour avoir renouvelé sa confiance en ma personne pour porter les réformes politiques et institutionnelles. Et c'est là auprès de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui coordonne toute cette activité relative aux réformes politiques et institutionnelles. Je le remercie également, de même que la collaboration franche de tous les membres du gouvernement. Ce décret n'a pas fondamentalement changé nos missions sous le premier gouvernement, sauf qu'elles ont un peu gagné en volume à travers la mission de coordination des réformes politiques et institutionnelles qui nous échoit même maintenant, de même que leur mise en œuvre est suivie. Donc, au-delà de ce décret, il y a aussi le cadre stratégique de la refondation qui est consécutif aux assises nationales de la refondation. Et ce cadre comporte une trentaine de recommandations dont la mise en œuvre nous échoit. Et donc, ce sont là les deux sources qui campent le champ d'intervention dans le cadre des réformes politiques et institutionnelles et des réformes qu'on essaie de prendre en charge à travers le programme de travail gouvernemental qu'on appelle PTG et auquel un agenda est associé et bien entendu sur les instructions des plus hautes autorités de la transition. Et quelles sont les réformes majeures qui ont été enclenchées par les autorités de la transition depuis la rectification de cette transition? Ces réformes, on peut les voir sous 5 actions à peu près. Donc la première action porte sur la réforme constitutionnelle, qui a été une occasion où le ministère, mon cabinet a été associé au plus haut niveau, parce que comme vous le savez, la réforme constitutionnelle, c'est l'apanage du président de la transition et généralement des présidents de la République, comme le prévoit d'ailleurs la charte de la transition, mais même la constitution qui vient d'être adoptée. La réforme constitutionnelle, c'est l'apanage du chef de l'État, mais également du peuple malien, à qui le président, à travers un projet de société, donne rendez-vous pour porter ensemble un nouveau projet de société pour un Mali meilleur. Et donc, dans ce processus, nous avons été associés
et comme tous les autres départements, mais aussi toutes les autres composantes de la société, à travers les acteurs institutionnels, politiques, socio-culturels qui ont été associés. Mais nous, en plus de ça, nous avons été spécifiquement chargés de la promotion de l'esprit de la réforme constitutionnelle à travers une commission qui a eu à élaborer tous les supports de communication, notamment les sketchs. Je pense que vous avez eu l'occasion de les voir, qu'on a diffusés sur le RTM et bien d'autres canaux médiatiques. Il y a eu les sketchs, il y a eu les micro-programmes qu'on a eu à traduire dans les 14 langues, les 13 plus une langue à la demande des religieux. Et donc, en plus de la promotion de l'esprit des réformes politiques, nous avons été associés à tous les processus de vulgarisation, mais aussi à tous les processus référendaires. C'est ce qui nous a amené à être dans certaines capitales régionales, dans le cadre de la vulgarisation, mais aussi de la campagne référendaire. En plus donc de la réforme constitutionnelle, il y a les différentes modifications que la loi 2022, la loi électorale, a eu à subir en raison de situations inédites, mais aussi pour prendre en charge des réformes qui ont été portées par d'autres départements. À ce niveau, on parlera plutôt de, par exemple, la réforme liée à l'institutionnalisation de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée, qui devient, par le fait de cette modification, le seul document admis dans les bureaux de vote. Mais aussi, il y a également la situation inédite qui a fait que l'année dernière, le référendum a coïncidé avec le pèlerinage. Donc, il fallait créer les conditions pour que les pèlerins puissent exercer leur droit constitutionnel de vote en les permettant de faire leur vote par procuration, tout en sacrifiant leurs devoirs religieux. Et avec ça aussi, il fallait prendre en charge les réformes administratives et territoriales qui ont été effectuées par le ministère de l'administration territoriale et qui impactent la cartographie électorale et qui certainement devrait amener à retoucher le fichier électoral sans que cela puisse porter à suspicion. Donc, au-delà de cette réforme, il y a aussi la possibilité d'instituer le vote par anticipation des forces de défense et de la sécurité pour qu'une semaine avant, ils puissent effectuer leur vote et donc pour que le jour du scrutin, ils puissent être dans les conditions d'assurer la sécurité des Maliens et de leur vote. Ça, c'est essentiellement les retouches qu'on a eu à faire sur la loi électorale. Et le troisième point concerne la création d'un site au niveau de mon cabinet qui est dédié à la promotion de l'esprit des réformes politiques et institutionnelles. C'est sur financement du budget national et ce site nous a permis de faire connaître toutes les réformes en cours au niveau de non seulement les réformes effectuées par le triumvirat, mais également les réformes majeures effectuées au niveau de tous les départements sectoriels. Et le site est très actif et très visité. Il est aussi bien à l'intérieur comme à l'extérieur du Mali. Et le quatrième point portera sur l'élaboration des avant-projets des textes d'application de la Constitution. Donc, les plus hautes autorités de la transition nous ont chargé d'élaborer à peu près 6 textes qui concernent les lois organiques sur les députés, les lois organiques sur les sénateurs, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, la loi qui fixe également, la loi organique, le nombre de membres du gouvernement, et puis les textes réglementaires afférents à toutes ces lois organiques ou pas, mais également nous sommes en train de nous orienter vers les travaux en débuté, la réforme du système partisan à travers la relecture de la charte des partis politiques qui date de 2005. Je pense qu'on a à un an près, on est à 20 ans. Donc au regard de l'évolution du contexte, il y a un besoin net de réadaptation de cette charte-là au contexte de la refondation du Mali. Le cinquième point maintenant porte sur une série d'ateliers qu'on a eu à organiser. Et ces ateliers, c'était à l'adresse des acteurs sociopolitiques et institutionnels. Et ils ont été animés par les experts, des panélistes et des modérateurs de très grande envergure. Et c'était dans l'optique de les préparer et de renforcer leur connaissance de leur rôle et responsabilité dans le cadre de la 4e République.
Et également, il s'agissait de procéder à un réarmement civique de ces acteurs qui, s'ils sont bien imprégnés de leur rôle et des valeurs de la République, sont chargés à leur tour de veiller à l'obligation de redevabilité envers leur mandat. On va revenir justement sur ces ateliers. Hein. Parlons en termes de bilan. Sur ce point, une question de Mariam. Alors, Madame la ministre, à vous entendre parler, beaucoup a été fait, des changements également ont été apportés. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui des réformes politiques et institutionnelles dans le pays? Je pense que globalement, le bilan est très bon. En si peu de temps, et malgré le contexte sécuritaire et les difficultés liées au financement et à d'autres contingences, je pense que nous nous en sortons très bien. Et pour y arriver, vous aurez remarqué que aussi bien pour la réforme constitutionnelle que pour beaucoup d'autres réformes, notamment liées à, je viens de parler du cas de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée, le gouvernement de la transition est en train d'adopter une approche mutualiste des réformes, ce qui permet de réunir le maximum d'acteurs concernés par les réformes en un même moment, avec une mutualisation des efforts, des ressources financières, des ressources économiques, des compétences, et ce qui est bien évidemment tout bénéfice pour l'État, puisque ça permet de faire des économies substantielles, économies d'échelle substantielles, et également de concourir à la densification du processus de légitimation des réformes politiques et institutionnelles. Donc c'est un gain de temps, un gain d'économie, et qui nous a permis d'avancer avec le maximum d'acteurs qui sont déjà imprégnés de ce que les gouvernants sont en train de faire à leur adresse. Donc le bilan, je viens de le citer tout à l'heure, toutes les actions qu'on a eu à entreprendre. Madame la ministre, votre ministère travaille quasiment avec tous les départements ministériels. Les réformes, est-ce que cette collaboration se passe bien avec vos autres collègues? La collaboration se passe très bien et j'en remercie très sincèrement mes collègues ministres, surtout ceux du triumvirat, notamment le ministre d'État chargé de l'administration territoriale et de la décentralisation, mais également le ministre de la Refondation chargé des relations avec les institutions. Indépendamment de ce triumvirat, nous travaillons bien évidemment avec d'autres ministères. Je pense que la tenue des ateliers dont je viens de parler a été l'occasion de faire cette démonstration de coopération et de mutualisation des efforts. Les ateliers ont en effet été organisés avec l'appui de beaucoup de ministères, dont le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministère de la Défense et des Anciens Combattants, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le ministère de l'Économie numérique, de la Culture, le ministère chargé de la Femme, de la Promotion de la Famille et de l'Enfant, et le ministère de la Jeunesse, puisqu'ils sont tous au cœur des objectifs qu'on voulait atteindre à travers l'animation de ces ateliers. Alors, Madame la ministre, permettez-moi de vous faire revenir sur un point concernant la distribution des cartes biométriques. Comment ce processus se passe partout dans le pays? Lorsque le ministre d'État, le ministre de l'administration territoriale est passé ici, de même que le ministre de la Sécurité, ils ont eu à toucher à ces aspects, puisque c'est un travail qui est conduit en premier lieu par ces deux ministères-là. Mais nous venons en amont, puisque nous utilisons le produit, la carte biométrique, comme document de vote. Donc c'est important que nous soyons associés à sa distribution à travers tout le pays. Et je pense que des dispositions sont en train d'être prises pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Vous avez vu, tout récemment, j'étais à Caille, le gouverneur de Caille a annoncé, pendant notre activité même, qu'il est ravi de nous annoncer que toutes les cartes de la population de Caille se trouvent à son niveau. Et il a d'ailleurs fait, après nous, le lancement de la distribution de ces cartes-là. Le processus est en cours et je pense que ça se passe bien. Madame la ministre, pouvez-vous nous parler des implications des réformes politiques et institutionnelles dans la 4e République? Ça a beaucoup d'impact. Si vous regardez même les recommandations des Assises nationales de la refondation, qui sont au nombre de 517, la recommandation majeure porte sur la réforme constitutionnelle. Et nous, pour ce qui nous concerne déjà, dans le cadre seulement de la réforme constitutionnelle,
on a eu à prendre en charge au moins 14 des actions qui nous revenaient. Et les 13 autres qui doivent être mises en œuvre le seront à travers l'élaboration et le processus d'adoption des textes d'application de cette Constitution. L'impact est très grand parce que si je prends par exemple la loi électorale, nous serons obligés d'aller vers une refonte de cette loi électorale parce qu'il y a beaucoup d'innovations qu'il faut prendre en charge. On pourra parler par exemple de l'institution du Sénat qui nous amènerait à prévoir des dispositions législatives relatives au vote des sénateurs. Et il y a également les réformes territoriales et administratives qui ont été opérées par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation qui impactent la loi électorale parce que ça change toute la cartographie, comme je l'ai dit tantôt, du système électoral et donc également le fichier. Il y a également le statut particulier du district de Bamako. Avant, on avait les communes. Maintenant, c'est le district qui est là, un statut unique. Donc, il faut apporter les réagissements de la loi pour l'adapter à la nouvelle configuration du district de Bamako. Mais également, il y a l'échelon cercle qui a été supprimé. Tout ça, c'est des impacts sur la loi électorale. On a déjà pris en charge, le draft est déjà disponible et une commission est en train de travailler à renforcer et à associer tous les acteurs concernés avant qu'on entame le processus d'adoption. Comment se passe également cette collaboration avec d'autres partenaires au-delà du gouvernement? On a une bonne collaboration avec, ça ne date pas d'aujourd'hui, beaucoup de partenaires techniques et financiers. Il n'y a pas que le PAREM, le programme d'appui aux réformes et aux élections au Mali, à travers le PNUD, mais il y a également l'USAID depuis longtemps. Donc il y a beaucoup d'autres partenaires étrangers, mais également il y a les partenaires nationaux, et les partis politiques, les organisations de la société civile, et les autorités et légitimités traditionnelles, toutes les couches, les femmes, les jeunes, qui sont intéressés dans le cadre du processus de validation et de légitimation des textes qu'on entreprend avant d'entamer le processus administratif. Donc tout au long, si vous regardez, notre travail, c'est généralement un travail d'étude pour identifier les failles, les dysfonctionnements et les insuffisances et les vides juridiques et de réfléchir au moyen de les combler ou de les ajuster. Et donc ça passe par un travail de conception, d'élaboration, de validation par les circuits appropriés et d'adoption par les institutions compétentes. Et généralement, vous impliquez tous les acteurs concernés dès la conception des documents? La conception, c'est au niveau technique d'abord, parce qu'on s'est fondé sur la vision de refondation de l'État. Donc, c'est la vision qui est d'ici dans les recommandations des assises, la feuille de route, et nos missions qui sont déterminées par décret, mais également tout autre document, tel que le document du cadre stratégique de la refondation. Nos visions doivent s'insérer, nos activités s'insèrent dans ces documents-là. Et c'est après avoir fait une conception, un travail de conception, qu'on s'oriente en ce moment vers les acteurs concernés par ces différents textes qu'on élabore. Madame la ministre, votre département a récemment organisé une série d'ateliers sur la 4e République. Pouvez-vous nous en dire davantage? Les ateliers ont été l'occasion d'aller vers une plus grande appropriation des dispositions de la Constitution. C'est vrai qu'il y a eu la vulgarisation, il y a eu la campagne référendaire, mais c'est toujours bon de réunir les acteurs concernés et les acteurs constitutionnels, puisqu'ils sont cités dans la Constitution. Et vous avez dû remarquer qu'en plus des partis politiques, la nouvelle Constitution parle aussi des organisations de la société civile, il parle de l'administration, des autorités indépendantes. Il y a les légitimités traditionnelles, il y a forces de défense et de sécurité qui sont là-dedans. Donc tous ceux-ci sont des acteurs institutionnels, des acteurs sociopolitiques, mais tout ça commence d'abord par le Malien lui-même. C'est pourquoi, lors de cet atelier, on a tenu à ce que ça soit animé par vraiment des acteurs pointus et de très grande envergure, et autour des thèmes qui en réalité sont très imbriqués et qui participent du processus d'implémentation de la nouvelle vision de refondation de notre pays. C'est pourquoi les thèmes qu'on a choisis portent essentiellement. Le premier, c'est le Malien au cœur de la 4e République, à travers la citoyenneté et les valeurs.
Si vous prenez la Constitution, il y a beaucoup de valeurs qui sont distillées depuis le préambule jusqu'à la fin. On parle de valeurs, on parle de probité, de transparence, de redevabilité, et de respect du bien commun. Et on parle aussi de déontologie et d'éthique, tout ce qui est valeur républicaine, mais aussi valeur traditionnelle. Donc le premier module portait sur ça, et ça concerne bien évidemment tout le monde, parce que nous pensons que la matière première de ce processus de refondation, c'est d'abord le Malien. C'est d'abord le Malien. Le président de la transition le dit tout le temps, de même que le Premier ministre. Il faut que ce soit qu'on œuvre à l'avènement d'un Mali d'Inkoura. Donc, et ça passe par la prise en compte des valeurs. Et les valeurs dans ce processus-là sont pour moi un peu comme le sang qui irrigue le corps humain. Donc, ils doivent être associés à tous les processus de prise de décision, d'action des Maliens. Parce que chaque Malien à son niveau, que ce soit à son niveau pour ceux qui sont les dirigeants, mais également ceux qui sont dans des regroupements comme les associations, ils développent aussi des partenariats. C'est de faire en sorte que ces partenariats s'insèrent dans le cadre sous les prismes des 2 triptyques qui ont été édictés par les plus hautes autorités de la transition. Et le premier qui a bénéficié de l'onction constitutionnelle, notamment le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques et de partenariat et la défense de ses intérêts. Quant au second triptyque, il porte sur la défense, la diplomatie et le développement. Donc chacun à son niveau doit veiller à ne pas prendre des décisions ou à ne pas faire des actions qui peuvent être à rebours de cette vision-là. Donc c'est pourquoi on a insisté sur ce sous-thème-là, et il est complété par 4 autres qui portent sur la gouvernance politique, institutionnelle et électorale, la gouvernance territoriale et administrative, la lutte contre la corruption qui est vraiment au goût du jour et dans laquelle les citoyens ont un très grand rôle à jouer, mais également dans la défense nationale du pays, dans sa composante militaire aussi bien que civile. Alors, Madame la ministre, est-ce que cette série d'ateliers s'est tenue partout dans le pays où les participants, comme vous avez dit, il y avait la société civile, ils vont être des relais pour vous auprès des communautés également? Bien sûr. Comme je l'ai dit lors du discours de lancement de la cérémonie d'ouverture des ateliers, les Maliens sont au nombre de plus de 22 millions d'habitants. Et sur une référence spatiale d'1 241 000 et quelques kilomètres carrés. Et ça, c'est sans compter les juridictions d'ambassade à l'extérieur. Donc, on ne peut pas aller vers tout le monde. Donc, nous avons choisi ces relais constitutionnels pour qu'ils soient nos porte-voix pour faire ce travail-là dans leur propre vision. Et donc, c'est comme ça qu'on peut atteindre le plus grand nombre de Maliens. Et ces ateliers, c'est un début. On a pu les faire à Bamako d'abord, et ensuite Kaye, Koulikoro, Mopti, mais nous avons instruction de continuer avec ces ateliers-là que les Maliens ont vraiment bien apprécié. Partout où on a été, c'était un réel engouement pour les contenus et pour les échanges qui ont eu lieu et que certains ont même trouvé inédits. Donc nous avons instruction de continuer, même si c'est sous d'autres formats, et nous bénéficions sur ce plan de l'accompagnement de l'État. Je remercie le ministre de l'Économie et des Finances, mais aussi les partenaires qui veulent bien nous accompagner pour qu'on puisse continuer ces ateliers, même si ça peut être sous d'autres formats. Mais nous veillerons à ce que, même si on change de format, que les valeurs soient quand même un module bien en place tout au long de ces ateliers. Mais également, on va voir vers les cibles comme les jeunes, plus spécifiquement les femmes, et pourquoi pas les jeunes militaires. On verra à l'occasion sous quel format évolue. Madame la ministre, toutes ces actions de mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles ne vont pas sans difficulté. Est-ce que vous en avez connu? Les réformes politiques et institutionnelles, par essence, sont extrêmement sensibles. Donc, surtout quand on vient dans un contexte où il y a, depuis quelques décennies, les mêmes pratiques qui sont là. Et lorsque vous amenez des pratiques qui peuvent aller à contre-courant des pratiques, donc ça peut créer des frictions. Mais quand même, nous nous félicitons parce que je pense que les plus hautes autorités de la transition ont compris. C'est pourquoi ils ont
inciter cette approche mutualiste dont j'ai parlé, qui consiste depuis en amont, lorsque le département, notre cabinet fait le premier jeu du travail, et donc c'est les plus hautes autorités eux-mêmes mettent en place un processus mutuel qui permet d'associer toutes les composantes intéressées par la réforme en cours et qui permet de partager ça, de prendre les observations tout le monde et qui permet ainsi de gommer beaucoup d'aspérités, d'éclaircir beaucoup de zones d'ombre et qui permet ainsi d'évoluer plus facilement aux étapes suivantes du processus d'adoption des textes. Quelles sont vos perspectives donc pour cette année? Les perspectives, je les ai déjà ébauchées. Il s'agit de continuer le processus d'adoption des textes d'application de la Constitution, mais également de continuer avec les ateliers. Je vous ai dit qu'on vient de recevoir l'instruction d'aller dans ce sens, de continuer vers la réforme du système partisan et de continuer aussi avec la dissémination des réformes politiques et institutionnelles à travers le site www.mdrp.gouv qui est au niveau de mon cabinet et qui fait un excellent travail de dissémination des réformes politiques et institutionnelles. Et est-ce que vous envisagez communiquer davantage dans nos langues officielles, les langues nationales? Nous le faisions déjà bien avant l'officialisation des langues dans la nouvelle constitution. C'était déjà notre approche. Nous allons donc continuer à œuvrer dans ce sens pour que même dans le processus de promotion de l'esprit des réformes, nous envisageons des partenariats avec peut-être des radios communautaires et autres qui pourront toujours, au niveau de leur réseau médiatique, contribuer dans les langues locales à une meilleure dissémination des réformes politiques et institutionnelles, ce qui permet d'assurer un accompagnement pertinent de la vision de refondation de notre pays et des autorités de la transition. Si vous avez un message particulier à lancer ce soir aux Maliens et à tous ceux qui vous suivent, quel est cet appel, Madame la Ministre? C'est de commencer par remercier le peuple malien pour sa résilience, pour son appui continu, pour avoir compris que souvent les intérêts personnels ne riment pas avec l'intérêt général, eu égard au contexte sécuritaire que nous traversons, d'avoir accepté de mettre en berne leurs droits pour que l'intérêt général puisse prospérer. Et toute chose qui est donc de nature à créer les meilleures conditions de travail pour les plus hautes autorités de la transition qui sont là pour mettre en œuvre leur vision de refondation du pays. Donc je les remercie pour nous avoir facilité cette tâche et je les invite toujours à rester dans cette dynamique en attendant que le processus de maturation du contexte sécuritaire arrive à point. Je ne vais pas terminer aussi sans souhaiter, avec un léger retard, bonne année à toutes les Maliennes et les Maliens. Et bonne fête à nos vaillantes femmes qui sont notre fierté. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci, Mariam. Merci Ibrahima, merci Madame la Ministre pour cet échange. Merci également à vous, chers téléspectateurs, et grand merci au Musée national qui nous accueille ici tous les soirs. Nous recevions ce soir Madame Fatoumata Sekou Diko, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. Passez d'excellents moments de télévision en notre compagnie. Bonsoir.